Aujourd'hui, ils ont craché dans ta nourriture. Ces 4 mots, griffonnés à la hâte sur une serviette en lin plié, ont frappé plus fort que n'importe quel titre. Ils ont arrêté Malcolm DeVoe, milliardaire et PDG, en plein milieu d'une bouchée, gelant sa fourchette à quelques centimètres de sa bouche. Pour un homme qui avait survécu aux trahisons en salle de conseil et aux krachs boursiers, c'était différent. Ce n'était pas des affaires. C'était personnel. Et cela allait exploser en une histoire sombre qui ébranlerait toute une industrie. Malcolm n'était pas venu au Cradle pour un steak. Il était venu en infiltration, vêtu d'un simple sweat à capuche bleu marine et de baskets usées, pour enquêter sur des rumeurs qu'il ne pouvait plus ignorer. Un restaurant haut de gamme qu'il possédait discrètement à Charleston, en Caroline du Sud, avait été signalé dans une lettre anonyme pour des pratiques de service racialement biaisées et des agissements suspects en cuisine. Il voulait voir par lui-même. Seul. Sans entourage, sans traitement de faveur. Dès son entrée, il était clair que les rumeurs n'étaient pas que des rumeurs. On l'avait installé près des toilettes, ignoré pendant 10 longues minutes. Le serveur avait évité sa table. Et maintenant, ce mot, glissé par une serveuse aux yeux emplis d'une peur silencieuse et aux chaussures usées jusqu'à la corde. Elle s'appelait Naomi. Elle n'avait pas demandé de l'aide. Elle avait simplement dit la vérité. Et cette vérité avait arraché le masque d'un système poli, mais empoisonné. Ce n'est pas seulement une histoire de nourriture. C'est une histoire de courage, de ce qui se passe quand quelqu'un risque tout pour faire ce qui est juste. C'est une histoire des couches cachées de racisme qui hantent encore les lieux de privilège, et de la façon dont le courage d'une femme a forcé un règlement de compte. C'est une histoire noire. Et si vous vous êtes déjà demandé comment la justice commence vraiment, la voici. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires vraies qui comptent. Des histoires qui remuent l'âme et défient le statu quo. Maintenant, respirez profondément, car les 10 prochaines minutes vont changer votre vision du pouvoir, de la race, et de ce qui se passe quand une simple serviette devient une arme de vérité. Malcolm DeVoe était un homme qui transformait le silence en stratégie. À 46 ans, il était devenu l'un des PDG noirs les plus respectés d'Amérique. Un prodige de la tech devenu investisseur, il avait bâti son empire de plusieurs milliards non seulement grâce à son intelligence, mais aussi grâce à sa précision. Chaque mot qu'il prononçait était mesuré. Chaque accord qu'il signait était calculé. Il ne croyait pas à la chance. Il croyait aux données, à la discipline et à la dignité. Mais même les données ne pouvaient pas le préparer à la note que Naomi avait laissée sous sa tasse de café. Bien avant cette nuit-là, Malcolm connaissait le prix d'être sous-estimé. Élevé par sa grand-mère dans une petite ville de l'Alabama, il avait vu sa mère frotter les sols pour que son fils puisse porter une chemise sans trou à l'école. Son premier ordinateur venait d'un bac de dons d'une église. Son premier investissement, un fonds de bourse qu'il avait créé à 24 ans grâce au premier gros hippo de sa start-up de garage. Mais le succès n'efface pas les souvenirs. Il les enterre simplement plus profondément. Sur le papier, il était désormais le fondateur de DeVoe Capital Holdings, avec des intérêts dans les énergies propres, la fintech et l'hôtellerie de luxe. Il conduisait une Tesla Model S noire, siégeait dans 5 conseils d'administration et vivait dans un penthouse avec vue sur Central Park. Mais derrière les portes closes, il était toujours ce gamin qui avait appris à nouer une cravate grâce à une vidéo YouTube avant son premier pitch d'investisseur. Il ne s'habillait pas de manière tape à accent grave-l'œil. Pas de montre en or, pas de chaussures de créateur. Malcolm comprenait à quelle vitesse les gens jugeaient un homme noir parce qu'il portait avant même d'écouter ce qu'il disait. Alors, quand cette lettre anonyme était arrivée sur son bureau 2 semaines plus tôt, affirmant qu'un de ses restaurants phares maltraitait les clients et employés noirs, il n'avait pas envoyé d'avocat ou d'équipe de relations publiques. Il avait acheté un billet de bus Greyhound, enfilé un sweat à capuche et marché droit dans le feu. Personne ne l'avait reconnu quand il était entré au Cradle ce soir-là. Et c'était exactement le but. Parfois, pour voir la vérité, il faut disparaître en elle. Le Cradle était le genre de restaurant qui faisait baisser la voix des gens quand ils y entraient.
Niché dans un manoir historique restauré du centre-ville de Charleston, il dégageait un charme sudiste et une exclusivité raffinée. Des rideaux en velours, des verres à bord dorés, une lumière de bougie qui donnait à chacun l'air 10% plus important. On ne venait pas seulement pour manger. On venait pour être vu. Les murs étaient ornés de portraits de généraux confédérés, discrètement non étiquetés, comme si l'histoire pouvait être adoucie par un éclairage d'ambiance. Le nom, le Cradle, était un clin d'œil au passé de Charleston, le berceau de l'élégance sudiste, comme le proclamait fièrement leur site web. Mais pour Malcolm, même avant d'y mettre les pieds, ce nom évoquait autre chose, quelque chose de plus sombre. Le berceau de l'exclusion, du contrôle. Dès qu'il entra, le ton fut donné. L'hôtesse, une jeune femme blanche à la posture parfaite et au sourire de circulaire, examina ses vêtements comme s'ils représentaient une menace. Elle ne le reconnut pas. C'était le plan. Il avait choisi un sweat à capuche hyper uni, un jean sombre et des baskets sans marque. « Avez-vous une réservation ?» demanda-t-elle, la voix plate. « Non » répondit Malcolm, calme comme toujours. Elle soupira lentement, jouant l'agacement comme si cela faisait partie de son travail. « Nous sommes complets ce soir, monsieur. Mais je suppose que nous pouvons vous installer au bar ou près de l'entrée de la cuisine. Cela vous conviendrait-il ?» Malcolm hocha la tête. « Oui, ça ira. » Il la suivit à travers la grande salle à manger, passant devant des tables remplies de dîners blancs en costume et robes de créateurs. Pas un seul visage noir en vue, à part celui du personnel. Cette partie n'avait pas changé depuis les années 1800. Elle le conduisit à une table près des portes de service, où l'odeur d'eau de javel flottait chaque fois qu'elle s'ouvrait. Pas de bougie, pas de sourire, juste un menu posé comme un avertissement. Malcolm s'assit en silence, observant la salle. Le personnel de service souriait plus largement aux tables où se trouvaient des montres Rolex et des membres de clubs privés. Le gérant, un homme blanc d'âge moyen aux cheveux gominés, faisait ses rondes comme un politicien lors d'une collecte de fonds, serrant des mains, riant trop fort. Mais ses yeux passaient sur Malcolm comme s'il n'était pas là. Le Cradle n'était pas cassé. Il fonctionnait exactement comme il avait été conçu. Et Malcolm, observant silencieusement, le voyait pour ce qu'il était, non pas un restaurant, mais une performance, un endroit où les apparences comptaient plus que les gens, où le passé se parait de l'infin et s'appelait encore tradition. Naomi Brooks se déplaçait comme quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à ne pas faire de bruit en marchant. À 25 ans, elle se portait avec la grâce discrète de quelqu'un qui avait vu plus que sa part de jours difficiles. Elle n'était ni bruyante ni tapax en grave-l'œil, mais il y avait quelque chose de tranchant derrière ses yeux doux, comme une lame enveloppée de velours. Elle avait un jour rêvé de devenir avocate spécialisée dans les droits civiques. Elle était à moitié diplômée en droit à Howard quand la vie s'était ouverte sans avertissement et sans pitié. Le diagnostic du cancer de sa mère était arrivé avec des factures qui s'accumulaient plus vite que ses bourses ne pouvaient les couvrir. Alors, elle avait quitté l'école, fait ses valises dans une seule valise, était retournée à Charleston et avait pris le premier emploi qu'il accepterait sans poser de questions. Cet emploi était au Cradle. L'argent était décent pour un travail de service, mais l'atmosphère était étouffante. Naomi était la seule serveuse noire de l'équipe. La direction ne le disait pas à voix haute, mais elle le sentait dans la façon dont on établissait ses horaires. Toujours en double shift, toujours coincée avec les tables les moins désirables, et d'une manière ou d'une autre, toujours blâmée quand quelque chose n'allait pas. Elle portait un sourire comme une armure, appelant chaque table « monsieur » ou « madame ». Elle servait du vin, débarrassait les assiettes et avalait sa fierté quotidiennement. Mais même une armure s'use. C'était la façon dont le gérant, monsieur Clay, la regardait comme si elle valait à peine son temps. La façon dont les autres serveurs riaient quand elle se faisait lésiner sur les pourboires. La façon dont le chef avait un jour plaisanté en disant qu'il fallait envoyer le plat spécial aux tables noires. Elle n'avait jamais ri. Elle avait simplement rangé ça dans un coin de sa tête. Elle n'était pas faible. Elle observait, attendait, survivait. Mais ce soir-là était différent. L'homme à la table 14 ne correspondait pas au moule habituel.
Il ne portait pas de Rolex ni ne donnait d'ordre à haute voix. Il était simplement assis là, silencieux, observateur et étrangement calme. Quand elle l'avait salué, il l'avait regardée dans les yeux. Vraiment regardée, comme s'il la voyait, comme s'il la remarquait. Ce moment, aussi petit soit-il, avait ébranlé quelque chose en elle. Parce que Naomi n'était pas seulement une serveuse. Elle était témoin de chaque injustice silencieuse, de chaque insulte murmurée, de chaque règle qui changeait selon qui franchissait la porte. Et ce soir-là, elle en avait assez de regarder. Ce soir-là, elle allait agir, même si cela lui coûtait tout. Le prime présidentiel n'était pas seulement un steak. C'était un spectacle. 48 onces de bœuf wagyu avec os, vieilli 90 jours. Fini sous une cloche fumée au romarin, soulevé à table par un serveur ganté. Il était accompagné d'une tour de pommes de terre au foie gras et à la truffe, et d'un prix de $700. Un plat conçu pour le spectacle, pas pour l'âme. Quand Malcolm le commanda, Naomi cligna des yeux 2 fois. « Vous voulez le prime présidentiel » répéta-t-elle, sa voix stable, mais son estomac se nouant. Il hocha la tête, calme comme un lac. « À point, et un verre de Staglin Cabernet 2005. » Un autre choix à $200. Naomi avait pris des commandes pour ce plat une douzaine de fois. Toujours de la part de gestionnaires de fonds spéculatifs, de politiciens, d'influenceurs avec des cartes en or. Jamais de la part de quelqu'un en basket et sweat à capuche. Jamais de la part de quelqu'un assis à la table près des portes de cuisine qui s'ouvraient et se fermaient. Elle sentit des regards sur elle. À l'autre bout de la salle à manger, M. Clay se tenait les bras croisés, la surveillant comme un faucon avec un tableau. Elle savait ce qu'il pensait, qu'elle perdait son temps, qu'un homme comme celui-là ne pouvait pas se permettre un steak pareil, et que si le plat n'était pas payé, la faute lui en incombrait. Elle hésita une seconde de trop. « Est-ce un problème ?» demanda Malcolm doucement, mais avec une pointe de fermeté. « Non, monsieur » répondit-elle rapidement. « J'arrive tout de suite. » Elle fit demi-tour et se dirigea vers le terminal de caisse, son cœur battant contre ses côtes. Chaque serveur connaissait les règles. Si un client avait l'air douteux et commandait un repas cher, la direction exigeait une carte de crédit avant que la cuisine ne commence à le préparer. Sans exception. Mais Naomi ne fit pas ça. Elle entra la commande comme si de rien n'était. Et quand l'écran devint rouge, exigeant l'approbation du gérant, elle appuya sur « Contourner » et glissa sa propre carte d'identité. Elle venait de prendre la responsabilité d'un steak à $700 et d'un accord mévin sur un simple pressentiment. Derrière elle, la voix de M. Clay résonna dans le couloir. « Il a payé d'avance ?»« Non, monsieur, répondit-elle sans se retourner. « Alors, tu ferais mieux de prier pour qu'il le fasse, gronda-t-il. Mais Naomi ne priait pas. Elle planifiait. Parce que peut-être, juste peut-être, cet homme n'était pas là pour être servi. Peut-être était-il là pour voir. Et s'il était là pour voir, il allait tout voir. Naomi avait vu beaucoup de choses se passer dans cette cuisine. Mais ce qu'elle vit ce soir-là brisa le dernier fragment de silence auquel elle s'accrochait. Alors que le prime présidentiel était préparé, elle remarqua que le chef Rick, connu pour son attitude plus que pour son talent culinaire, se penchait sur le steak grésillant avec un sourire tordu. Puis vint l'acte. Subtil, rapide, mais indéniable. Il cracha directement sur le steak, le retourna comme si de rien n'était. Le sous-chef rit. Naomi se figea. Sa première réaction fut le déni. Peut-être était-ce un accident. Peut-être n'avait-elle pas vu ce qu'elle croyait avoir vu, mais le rire disait la vérité. Ce n'était pas nouveau. C'était normal. Et le steak était déjà dressé. La rage bouillonnait sous sa peau, chaude et tranchante, mais elle ne pouvait pas crier. Ne pouvait pas faire de scène. Pas encore. Elle regarda en direction de la salle à manger et vit Malcolm, toujours calme, toujours observateur. L'homme qui n'était pas à sa place, qui avait commandé comme s'il l'était. Il ne savait pas qui il était, mais elle commençait à le soupçonner, et cela changeait tout.
Elle avait quelques secondes pour décider. Se taire et servir un repas contaminé à un homme qui pourrait détenir les clés de l'avenir de cet endroit, ou prendre un risque qui pourrait lui coûter son emploi sur le champ. Elle plongea la main dans la poche de son tablier et sortit le stylo de service qu'elle portait toujours, attrapa une serviette en lin fraîche sur le présentoir. Ses mains tremblaient tandis qu'elle écrivait « Il crache dans votre nourriture. Cet endroit n'est pas sûr. Demandez à voir les caméras de la cuisine. » Pas de nom, pas de signature, juste la vérité pliée serrée. Elle la glissa dans sa poche alors que le steak lui était remis sous un dôme en argent. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles alors qu'elle traversait la salle à manger avec le plat. Malcolm leva les yeux quand elle s'approcha. Avec une grâce exercée, elle posa l'assiette devant lui, souleva le dôme et dit doucement « Bon appétit, monsieur. » Il hocha la tête. Puis, alors qu'elle débarrassait l'assiette à pain vide de sa main droite, sa main gauche glissa la serviette juste sous le coin de son couvert. Une seconde plus tard, elle était partie. Pas de mots, pas de contact visuel, juste l'espoir silencieux que l'homme à la table 14 saurait lire un murmure écrit sur du tissu. Malcolm resta immobile un long moment, fixant la serviette pliée comme si c'était un fil électrique sous tension. Il n'avait pas touché au steak, n'avait même pas soulevé son couteau. Quelque chose dans les yeux de Naomi lui avait dit d'attendre. Elle ne l'avait pas exprimé, mais l'urgence était écrite dans sa posture, sa respiration, le léger tremblement de ses doigts. Il tendit lentement la main, avec précaution, et glissa la serviette dans sa paume. En la dépliant, les mots lui sautèrent aux yeux. Secs, inégaux, désespérés. Il crache dans votre nourriture. Cet endroit n'est pas sûr. Demandez à voir les caméras de la cuisine. Sa mâchoire se crispa. Chaque muscle de son visage devint de pierre. Ce n'était pas le crachat qui le touchait. Il avait mangé bien pire au cours de ses années de voyage incognito, testant les systèmes, testant les gens. Non. Ce qui fit monter sa colère fut la phrase « Cet endroit n'est pas sûr ». C'était plus large. C'était systémique. C'était la pourriture à la racine. Et Naomi, elle ne cherchait pas seulement à le protéger. Elle tirait la sonnette d'alarme. Malcolm replia la serviette une fois de plus, la glissa dans la poche intérieure de son sweat et repoussa l'assiette. Il ne fit pas de scène. N'appela personne. Pas encore. Il sortit son téléphone, un vieux modèle jetable qu'il utilisait pour ce genre de déplacement, et ouvrit une application sécurisée. Après quelques clics, un message fut envoyé à son chef de la sécurité à New York, drapeau rouge au cradle. Récupérez les sauvegardes des caméras de cuisine pour ce soir. Vérifiez les dossiers du personnel. Discret, rapide, rapport complet. Puis il se leva. De l'autre côté de la porte, le bruit du restaurant continuait. Les fourchettes cliquetant, le vin se versant, les rires montant et descendant comme des vagues. À l'intérieur, le silence était chirurgical. Malcolm sortit son téléphone et envoya un deuxième message, image partielle, possible falsification. Signalez Monsieur Clay, interrogez le personnel. Conservez tous les fichiers. Il rangea son téléphone et se tourna vers l'homme qui transpirait maintenant derrière le bureau. Vous avez fini pour ce soir, dit Malcolm. Raccompagnez-moi dehors, puis rentrez chez vous, et je vous conseille vivement d'appeler un avocat. Monsieur Clay resta figé. Il n'avait aucune idée de la tempête qui allait s'abattre, mais la première charnière avait tourné et la porte n'était plus fermée. Le trajet de retour à son hôtel lui sembla plus long qu'il ne l'était. Malcolm n'alluma pas la radio. Il n'avait pas besoin de musique. Il avait besoin de silence. Il avait besoin de concentration. Quand il atteignit sa suite, son équipe de sécurité avait déjà répondu. Ils avaient récupéré les images brutes des serveurs cloud, non coupées et non altérées par des interférences locales. Ce que M. Clay avait tenté de cacher était maintenant exposé, image par image. Malcolm se versa un verre d'eau, s'assit à son bureau et ouvrit le fichier. C'était là, horodaté, clair comme de l'eau de roche. Le chef Rick, penché sur le prime présidentiel.
Il n'était ni pressé ni distrait. Il l'avait fait avec une intention totale. Un crachat, puis un sourire. Puis il s'était tourné vers le sous-chef qui avait ri et hoché la tête. L'audio était faible, mais juste assez fort pour l'entendre. C'est ce que tu mérites quand tu te comportes comme si tu avais ta place ici, murmura Rick. Malcolm se renversa dans son fauteuil. Il ne ressentait ni choc ni indignation, seulement une clarté froide. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment de mauvais jugement. C'était une culture, un système silencieux et conçu pour humilier les gens comme lui dès qu'ils ne suivaient pas le scénario. Pire, les enregistrements vidéo montraient que ce n'était pas la première fois. Des images antérieures de la même semaine révélaient un autre incident. Un couple noir assis dans un coin reculé, leur plat arrivant près de 30 minutes en retard. En coulisses, la cuisine riait. Le chef Rick avait jeté un steak par terre avant de le remettre sur le grill. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une politique déguisée.